Bonjour Marina, je profite de passer à Tours pour te rencontrer puisque tu as une chaîne destinée aux femmes et qu'une grande partie de mon public ce sont des femmes françaises ou étrangères. Est-ce que tu veux présenter toi-même cette chaîne? Oui, alors sur cette chaîne, j'aide principalement les femmes à séduire les hommes naturellement et à être vraiment heureuses avec ou sans hommes. C'est-à-dire que leur statut sentimental, en fait, ne conditionne pas leur bonheur. En fait, que leur bonheur soit indépendant de leur statut sentimental et d'une relation avec un homme. Alors dans les choses qui m'intéressent dans ton approche, il y a le fait que tu enjoins les femmes à développer leur goût, leurs intérêts propres, plutôt que de faire ce que font beaucoup de femmes, c'est-à-dire que quand elles sont amoureuses, elles ont tendance à fondre leur goût et leurs intérêts avec ce qu'aiment les hommes. Est-ce que tu peux développer un peu cette partie de ta démarche Merci. Alors, il y a quelques jours, j'ai parlé à un homme de mon activité et il m'a dit « tu redonnes du pouvoir aux femmes ». Et c'est vraiment ce que je cherche moi à faire à travers mon travail, c'est vraiment que les femmes, elles cultivent, comme tu dis, leur propre passion, qu'elles développent leur énergie, qu'elles développent ce qui fait qu'elles sont uniques en fait, parce qu'on est tous uniques, avec des goûts particuliers, avec des passions particulières et que c'est ça qui va faire qu'on va séduire les hommes naturellement, c'est justement ce qu'on est plus que ce qu'on fait, et c'est ça que j'apprends tout le temps aux femmes, c'est que c'est ce qu'on est plus que ce qu'on fait qui va séduire les hommes. Et plus on est en accord avec ce qu'on est, plus on développe notre énergie, et plus ça va être fluide autour de nous, parce que les hommes qui vont ressentir qu'on leur correspond, ils vont être attirés naturellement par nous. Si nous, on en a davantage conscience et qu'on développe un peu plus chaque jour qui on est en fait. Dans ton approche et ta démarche, tu parles également de réceptivité. C'est un concept qui est très important chez toi. C'est-à-dire que, d'après ce que j'ai compris, mais tu peux me corriger ou m'arrêter, rectifier, comment dire, tu considères que le fait de partir à la conquête finalement d'un homme met les femmes plutôt mal à l'aise, ne leur est pas en général naturel et finalement est générateur de souffrance et de difficultés. Or c'est ce que la société nous encourage beaucoup à faire finalement nous les femmes avec des discours qui sont tout à fait légitimes, ce qui peut être mal vécu finalement et par la femme et par l'homme. Donc, alors j'aime bien que tu aies utilisé le mot conquête parce que effectivement c'est exactement ce que font les femmes, c'est qu'elles vont chercher à aller conquérir un homme, à lui courir après. Et ce que je vois en fait, c'est que les femmes que je reçois en séance de coaching ou à qui je parle et qui sont dans cette dynamique en fait, d'aller courir après les hommes et d'essayer de conquérir les hommes, elles sont très mal à l'aise, elles se sentent mal, elles se sentent stressées, elles ont peur de perdre l'homme en question, elles ont peur qu'il leur échappe. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elles reprennent davantage le contrôle de la situation et d'elles-mêmes surtout. En fait, reprendre le contrôle de la situation, on n'a jamais vraiment le contrôle sur les choses extérieures. Mais ça commence par soi-même, savoir maîtriser ses émotions, savoir s'écouter, savoir écouter ce qui est important pour soi. Et quand on court après un homme en tant que femme, on n'est plus focalisé sur ce qui est important pour nous et sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on veut d'une relation. Non, on est focalisé sur qu'est-ce que cet homme veut. Qu'est-ce qu'il veut comment il veut que moi je réagisse? À quoi il pense? Pourquoi est-ce qu'il me donne pas de nouvelles en ce moment? Et pendant ce temps-là, on n'est plus dans notre tête. Et parfois, on voit même pas que la manière dont cet homme se comporte, ça me plaît pas en fait. Et c'est pas un homme comme ça que je veux à mes côtés. Et donc le fait de se recentrer sur soi, de se mettre plutôt dans un état de lâcher prise, où on va être davantage dans l'accueil avec les hommes, ça permet déjà de se poser ces questions essentielles. Et ça permet aussi de laisser les hommes aussi faire des efforts pour nous, parce que c'est important pour les hommes de faire des efforts pour nous et de nous montrer leur intérêt, quoi. Et si nous, on va tout faire, on va faire tous les efforts pour eux, derrière, effectivement, il y a des femmes qui se plaignent que les hommes ne font plus d'efforts, mais peut-être parce que vous en faites trop vous-même, en fait. C'est ça, en fait. Si vous voyez que les hommes ne font plus d'efforts pour vous, la première chose à commencer à faire, c'est d'en faire moins pour eux, en fait, et d'en faire plus pour vous, en fait. De vraiment recentrer toute cette énergie que vous mettez sur les hommes, sur vous, pour vous aider à construire votre vie, pour vous aider à vous réaliser en tant que femme. Et vous allez voir que le fait de vous réaliser de plus en plus en tant que femme, chaque jour, ça va vous permettre d'attirer naturellement des hommes sans avoir à multiplier les efforts pour ça, en fait. Ce que tu nous dis, c'est que finalement, en se centrant sur l'autre, on a tendance à se perdre soi-même. C'est exactement ça, en fait. C'est que, comme je disais, pour moi, on peut pas être à la fois dans la tête d'un homme et dans sa propre tête, quoi. Et
Entre les deux, moi personnellement, je préfère être dans ma propre tête que d'aller réfléchir et d'aller faire des suppositions sur ce qu'un homme peut ressentir et ce qu'il peut vivre en fait. Puisque finalement, je saurais jamais vraiment ce qui se passe dans sa tête, quoi. Donc la meilleure des choses à faire, voilà, c'est de rien que de se poser, de dire voilà, qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de dire à cet homme que peut-être j'ose pas lui dire, mais qui est important pour moi aussi qu'il sache? Et voilà, et ça nous permet aussi d'être de plus en plus authentique avec les hommes et d'avoir une communication différente avec les hommes, en fait, d'oser être vulnérable comme ça. Alors moi qui ai un public très féminin, qui travaille sur des problématiques de relaxation, de stress, d'hypnose, d'accompagnement divers, je fais un constat, c'est qu'il y a énormément de femmes qui me contactent, qui vivent dans un grand stress, qui sont porteuses de grandes tensions parce qu'elles sont prises dans des injonctions sociales contradictoires. C'est-à-dire qu'on leur demande d'être finalement à la fois féminine et masculine dans leur comportement. Alors j'utilise féminin, masculin comme comment dire, des clichés. Hein. Voilà, on est d'accord, il n'y a rien d'essentialiste là-dedans. Mais finalement, on leur demande d'être à la fois professionnellement très performantes, d'être des mères parfaites, finalement des épouses ou des petites amies qui soient également parfaites et toujours voilà, des maîtresses d'intérieur, et puis aussi effectivement des femmes qui soient capables d'être indépendantes, et tout ça se marche un petit peu dessus parce que on peut difficilement assurer dans tous ces champs-là. J'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a une espèce de schizophrénie finalement des femmes qui essayent d'être bien dans tout et son contraire, et qui sont un peu perdues quoi, en termes d'identité, et que ça génère un grand stress finalement. Il y a beaucoup de femmes arrivées sur ma chaîne dans des états d'anxiété et de stress vraiment avancé, et qui me dit voilà, waouh, il y a besoin que ces personnes trouvent un moyen finalement de se recentrer, d'être mieux avec elles-mêmes, ce qu'elles sont, et de mieux identifier leurs limites. Il y a plusieurs choses que j'ai envie de dire, c'est très intéressant ce que tu m'as dit. Déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est qu'effectivement, moi j'ai fait ce constat de ces femmes qui souffrent. Et pourquoi il y a une souffrance? Pour moi, c'est parce que elles n'ont pas su être à l'écoute de leurs émotions au moment où elles arrivaient. Parfois, elles n'arrivent même pas à nommer leurs émotions, à dire ce qu'elles ressentent, en fait. Tellement elles ne sont pas à l'écoute de ce qui se passe en elles. Et donc, au bout d'un moment, ça bouillonne, en fait, et elles n'arrivent plus à gérer. Et il y a aussi le fait de ne pas savoir exprimer à l'autre ce qu'on ressent. Donc, première chose, se recentrer sur soi, bien s'écouter, savoir ce qu'on ressent. Deuxième chose, exprimer ses émotions, de manière à, si on a de la colère, faire exploser sa colère, pas face à l'autre, mais vraiment face à soi-même, et pour vraiment se décharger de ce trop-plein. Et la troisième chose importante, après, c'est d'aller en parler si on a des choses à dire aux personnes concernées. Et ça, effectivement, c'est des étapes que manquent certaines femmes qui viennent me voir en séance de coaching, et donc qui peuvent expliquer pourquoi on se sent tendu comme ça, en fait. De ne pas s'autoriser à ressentir, exprimer ses émotions. Et la deuxième chose aussi où je voulais réagir, c'était par rapport à... Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tu disais que... Enfin, tu parlais du vouloir toujours mieux, toujours plus. Et ça, c'est vrai que je le vois aussi. Et le fait de vouloir être toujours plus performant, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'essaye des fois d'aller à l'encontre, en particulier au niveau de la séduction, de dire, voilà, c'est pas en faisant plus que vous allez séduire davantage. Parfois, c'est en faisant moins, justement. C'est en faisant moins d'efforts, en envoyant moins de messages. Et même souvent, je dis parfois, mais... C'est même souvent, en fait. C'est en faisant moins, mais mieux. En faisant moins, mais peut-être en mettant plus de conscience dans les messages qu'on envoie. Peut-être en prenant le temps de se recentrer sur son intuition avant d'envoyer les messages. De savoir, est-ce que j'ai vraiment envie d'envoyer ce message? Est-ce que ça me met en joie de contacter cet homme en ce moment? Est-ce que je le ressens dans mon corps? Est-ce que je ressens que dans mon corps, c'est fluide? Et quand tu parlais de limites, moi j'ai tout de suite pensé au corps, en fait, quand tu m'as parlé de limites. Parce que pour moi, quand on dit oui, on peut toujours plus, on peut toujours mieux, on est dans le mental, en fait, on est dans l'ego. Mais sauf que effectivement, notre corps a des limites et qu'on peut pas... Il nous arrête, en fait, finalement. Il nous arrête, il va nous arrêter soit par des émotions, soit par la fatigue, l'épuisement, enfin... Donc... je pense que ça, c'est vraiment hyper important, c'est être à l'écoute de son corps et faire passer cette sagesse du corps
avant tout et avant cette idée de performance. Et voilà, je trouve que c'est hyper important, quoi. Marina, tu es praticienne NERTI. NERTI, ça signifie nettoyage émotionnel rapide des traumatismes inconscients. C'est ça, une méthode qui a été inventée par Luc Geiger? Oui, c'est ça. Geiger. Ok. Tu veux nous en parler un petit peu? Alors, NERTI, en fait, c'est une méthode qui permet de se libérer des peurs et des phobies en 1 à 3 séances, en principe. Totalement et définitivement. C'est ça qui m'a vraiment plu dans cette méthode. Et que ça change, en fait, ça change de l'intérieur la situation, finalement. Parce que dans une situation, je pense par exemple un homme avec lequel on va réagir d'une certaine manière. Je vais sortir un exemple. Par exemple, une femme, ça m'est arrivé, une femme en séance qui vient me voir parce qu'elle est déstabilisée à chaque fois qu'elle a en face d'elle un homme qui lui plaît physiquement. Et donc, quand elle voit cet homme qui lui plaît physiquement, à chaque fois, elle a des sensations de mal-être dans son corps, elle est nerveuse, elle perd ses moyens. Donc, tu comprends bien que c'est gênant, du coup. Parce qu'à chaque fois qu'elle va avoir un rendez-vous avec un homme qui lui plaît, ou même un homme qui lui plaît, qui va lui parler, avec qui elle va bien s'entendre, ça y est, tout de suite, elle va se mettre à trembler ou à... Et NERTI, ça peut aider pour ce genre de situation très spécifique où on sent qu'on a une réaction émotionnelle qui est pas normale, qui est excessive, mais on n'arrive pas à réagir autrement, en fait. Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement... on va libérer la mémoire d'un traumatisme qui a créé cette peur, en fait, tout simplement. J'essaie de parler le plus simplement possible pour que tout le monde puisse comprendre. Explique un peu la mécanique de la méthode rapidement. En fait, c'est un peu comme une méditation. On va être à l'écoute des sensations dans le corps, en fait, et on va laisser dérouler la mémoire traumatique. Il faut savoir que chaque peur est liée à un micro-traumatisme qu'on a eu dans l'enfance. Et donc, avec une séance NERTI, on va tout simplement libérer ce micro-traumatisme pour évacuer la peur, en fait, pour se libérer de la peur. Et donc, on élimine la peur à la racine avec cette méthode. C'est ça que j'aime bien. Marina, j'ai une chaîne sur la relaxation, le bien-être, l'hypnose et les pratiques de détente, effectivement. Je pense que ce que contient ma chaîne peut aider les femmes de ta chaîne à se détendre, effectivement, prendre du recul, lâcher prise. À mon avis, beaucoup de femmes de ma chaîne auraient intérêt également à consulter tes conseils sur ta chaîne pour être heureuses, effectivement, avec ou sans homme, je le rappelle. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, parce que justement, ces pratiques de relaxation, par exemple, avec la méthode NERTI, pour aider les personnes à se libérer des peurs et des phobies. Toutes ces pratiques de relaxation, d'aller faire du sport, d'aller se faire masser, de prendre un bon bain, toutes ces choses-là qui vont nous détendre, ça va renforcer le corps et après, ça facilite la libération des peurs. En fait, ça facilite le travail qu'on va faire en séance NERTI. Et aussi, ces pratiques de relaxation, de ce que j'ai remarqué, c'est ce que je disais tout à l'heure, plus on nourrit son énergie intérieure, plus on va rayonner, et plus on va attirer naturellement les hommes. Donc c'est tout bénef, quoi. En fait, quand on investit en soi, pour moi, c'est le meilleur investissement au monde. Plutôt que d'aller investir sur quelqu'un d'autre, investir en soi directement, on va avoir des retours beaucoup plus positifs, en fait. Petite conclusion, on prend soin de soi, on évite de se perdre en l'autre, on développe ses goûts propres et ses intérêts propres pour rayonner au maximum. Et si on le souhaite, ça peut nous aider à séduire. Tu voudrais ajouter quelque chose à cette petite conclusion? Écoute, non, j'ai pas d'autre chose à rajouter. Vraiment, je crois que tu as tout dit, en fait. Je pense que pour ça, c'est vraiment la clé pour séduire naturellement les hommes. C'est de se retrouver et de vraiment se recentrer sur soi, sur son énergie et d'incarner de plus en plus chaque jour qui on est, en fait. D'incarner de plus en plus notre être authentique, en fait. Et on n'oublie pas de lâcher la pression, de se détendre. La société nous en demande beaucoup, 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 trop souvent. On est très bien tel qu'on est. On développe ses aptitudes naturelles et ça va le faire. Pour résumer, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, à partir du moment où on se suffit à soi-même, en fait, quelque part, toutes ces pratiques vont nous aider à nous suffire à nous-mêmes et à se dire, voilà, je suis assez. Je n'ai pas besoin d'en faire plus, je n'ai pas besoin d'en faire trop. Pour plaire, pour réussir dans la vie, pour atteindre mes objectifs. Peut-être qu'on peut passer par un autre moyen. Et le bien-être, c'est un des moyens pour accéder facilement à ses objectifs et pour séduire les hommes. Le fait d'être bien en soi.
je trouve que c'est un des moyens pour se réaliser en fait en tant que femme et qu'on malheureusement on le sous-estime trop souvent quoi. Oui, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Effectivement, le fait de subir toutes ces pressions, le fait de s'en demander même beaucoup à soi-même, hein, parce que souvent on est son propre tyran, ça donne finalement l'impression qu'on n'est jamais suffisante. Et cette impression persistante, permanente, qu'ont beaucoup de femmes, que me témoignent beaucoup de femmes, de ne pas être suffisantes telles qu'elles sont. Et je pense que c'est un énorme écueil finalement des sociétés modernes où c'est fantastique, la libération des femmes, l'accès au travail, etc. C'est absolument génial. Par contre, il y a effectivement une hyper exigence finalement qui est venue avec tout ça, qui met une pression telle qu'on a l'impression qu'on se doit de réussir partout finalement, et on vit avec cette impression de ne jamais être suffisante. Il est important de le dire, de le rappeler, nous sommes suffisantes, les followers de nos chaînes sont suffisantes, nous ne pouvons que les encourager effectivement à se recentrer, à s'en convaincre et à prendre soin d'elles telles qu'elles sont finalement. C'est exactement ça, et je pense qu'à partir du moment où on se dit, voilà, les imperfections que j'ai moi, ou les imperfections même de ma vie, si on les considère comme quelque chose de ok, si on se dit voilà c'est ok, ça fait partie aussi de la vie, et ben je trouve qu'après les autres ont un regard aussi différent sur nous. Parce que finalement le regard que les gens portent sur nous, la plupart du temps c'est le regard qu'on porte sur nous-mêmes et qu'on va renvoyer aux autres en fait. Donc à partir du moment où on a un regard sur nous en disant bah voilà, j'ai des défauts, j'ai des faiblesses, il y a des choses qui vont pas dans ma vie, il y a des choses dont je suis pas satisfaite, il y a des moments où je vais pas bien et je suis capable de le dire. Et ben, ça change les choses, quoi. Et ça change nos relations aux autres. Merci beaucoup, Marina. Est-ce que toi, tu as des questions à me poser? Oui, alors j'ai des questions à te poser. Donc, j'ai vu que donc, ta chaîne s'appelle Une voix qui porte. Oui. Une voix qui porte. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est comment t'en es venue à l'hypnose? Qu'est-ce qui t'a... D'abord, si c'est l'hypnose d'abord que tu as découvert en premier, et comment t'en es venue là? Alors, j'ai depuis très jeune des pratiques de relaxation, effectivement, des pratiques même d'autoconditionnement, que ce soit lié au sport. C'est quelque chose qui m'a toujours intéressée depuis très jeune. Donc j'ai commencé en lisant des livres en rapport avec toutes ces pratiques de bien-être, d'état modifié de conscience, etc. Enfin, c'est un panel qui est très très large. Et j'ai utilisé effectivement pour moi-même dans un premier temps ces ressources-là. En me disant c'est fantastique, c'est très intéressant, ça fonctionne, etc. Et avec le temps, j'ai observé un petit peu les gens autour de moi, l'influence qu'ils avaient les uns sur les autres, l'influence des paroles qu'on peut avoir sur ces personnes, et au fur et à mesure des observations que j'ai faites tout au long de ma vie, eh bien, j'ai développé ma curiosité pour ce genre de choses. Donc j'ai rencontré des personnes qui s'intéressaient effectivement à ce domaine bien particulier, donc l'hypnose et tout ce qu'il y a bien sûr autour de l'hypnose, parce qu'il n'y a pas que ça, la méditation, la relaxation, voilà, je parlais d'affirmations positives, je propose des affirmations positives, on a parlé en off tout à l'heure un petit peu d'ASMR, tout ça m'intéresse. Et les états modifiés de conscience et les phénomènes d'influence m'intéressent également beaucoup, d'influence sur les autres et sur soi-même. Donc c'est un goût, effectivement, et un intérêt personnel, pour le coup, que j'ai développé depuis très jeune, de manière autonome. Moi, je fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que quelque chose m'intéresse, j'ai une appétence, je vais chercher des ressources, qu'elles soient livresques, qu'elles soient humaines, peu importe, je vais chercher des ressources et je grandis finalement dans ce domaine-là, et donc j'y suis allée de manière autonome, voilà, petit à petit avec le temps. Alors comment j'en suis venue à proposer une chaîne YouTube? C'est très simple, c'est que j'avais préparé une séance d'hypnose pour quelques années, je l'avais préparée pour moi-même, et un jour j'avais du temps, je l'ai publié sur YouTube sans y croire du tout. Je l'ai, voilà, avec une image fixe, un truc avec un son vraiment pas terrible, et une image... et j'ai oublié cette chaîne pendant 1 an. D'accord. Et 1 an plus tard, je suis revenue sur cette chaîne qui ne s'appelait pas Une voix qui porte à l'époque. Et je me suis rendu compte que j'avais 187 abonnés,
pour une image fixe et quelqu'un qui parle, et des gens qui me remerciaient de les avoir aidés. Je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? Ça intéresse vraiment des gens, et peut-être finalement que j'ai en moi la capacité de faire ce genre de choses, puisque avec rien du tout finalement, j'ai obtenu un résultat. Et à ce moment-là, j'ai creusé le sujet, et puis j'ai travaillé, bien sûr, il y a eu énormément de travail en amont, et j'ai proposé une deuxième, puis une troisième, une quatrième vidéo. Alors les premières étaient pas forcément super, et puis voilà, avec le travail, le temps, j'ai fini par élargir le panel de ce que je proposais. Initialement, moi j'ai une formation en sciences humaines et sociales avec un master en philosophie, voilà. Je suis pas issue d'une branche de psychologie mais je suis tout à fait capable d'apprendre de manière autonome et autodidacte, voilà.